beaucoup, cher ami Dr Bennani, et je remercie les organisateurs, je les félicite pour ce programme très riche. Et sans trop tarder, on va commencer. Le premier sujet à traiter, c'est les mouvements anormaux chez l'enfant. Alors, les mouvements anormaux, d'ailleurs, vous allez sentir ça dans votre pratique de tous les jours, c'est un motif qui est très fréquent en consultation. Donc, vous allez voir ça, et que ce soit pour les pédiatres, que ce soit pour les médecins généralistes, de voir un enfant, de classifier ce mouvement et de connaître son étiologie. Est-ce que c'est bénin? Est-ce que c'est plutôt le signe d'une pathologie grave? Donc finalement, c'est une grande variété clinique. Le diagnostic, il est essentiellement clinique. Rarement qu'on a besoin d'exploration secondaire. Et actuellement, avec les smartphones, ça a facilité beaucoup la tâche, surtout quand les parents vous ramènent la vidéo enregistrée. Le principal diagnostic différentiel, c'est les crises d'épilepsie. Et on va voir à travers des cas cliniques par la suite qu'il y a pas mal de mouvements anormaux qui sont traités à tort, abusivement, comme crise d'épilepsie, comme à l'inverse, des crises d'épilepsie qui ne sont pas prises comme crise d'épilepsie, mais sont plutôt considérées comme mouvement anormal. Donc, le fait de reconnaître ce mouvement anormal, ça va permettre l'orientation diagnostique. Souvent, ça permet de faire le diagnostic, mais même le diagnostic étiologique, qui nécessitera probablement une prise en charge, une thérapeutique spécifique. Les explorations, comme on a dit, le diagnostic est essentiellement clinique, donc les explorations, ils sont rarement nécessaires. Ça peut être d'un électroencéphalogramme, comme on a dit, le diagnostic principal différentiel sont les crises d'épilepsie. Ça peut être un vidéo-EEG, un holter cardiaque, une pH-métrie, en fonction des diagnostics qu'on suspecte. Alors rapidement, on va faire une classification avant d'attaquer les différents cas cliniques. Donc il y a plusieurs classifications de mouvements anormaux, mais on peut schématiquement les classifier en mouvements hypokinésiques et mouvements hyperkinésiques. Les mouvements hypokinésiques, par exemple, c'est les apraxies, c'est les catatonies, les enfants qui ne bougent pas, qui sont catatoniques. Par exemple, c'est les ataxies, c'est les cataplexies, dont les syndromes narcolepsie, cataplexie. Et puis, il y a les mouvements hyperkinétiques. Il y a les mouvements hyperkinétiques, par exemple, les dystonies, les chorées, les balismes, les tics, les tremblements. Donc, c'est une classification générale. Après, l'épidémiologie des mouvements anormaux, il est différente en fonction des centres de référence. Dans ces deux études, il y avait le principal de 2005, de Fernandez de 2005 et l'étude de 2016. Le principal mouvement anormaux qui était noté dans cette série de 1900, qui incluait quand même 1000 cas de mouvements anormaux, le principal mouvement anormaux, c'était les tics. C'était dans 45%. Dans l'autre série, c'était aussi les tics dans 57% des cas. Et par la suite, il y a les autres mouvements anormaux, par exemple les tremblements, les dystonies, en fonction des centres de référence. Alors, si on veut classifier plus simple, en fonction de l'âge, les principaux mouvements anormaux qui sont décrits en fonction de l'âge, chez le nouveau-né, il y a les trémulations que vous connaissez très bien. D'ailleurs, c'est un diagnostic différentiel avec les clonies. Il suffit certainement que quand vous tenez la main, ça s'arrête. Donc, c'est des trémulations. C'est très fréquent chez le nouveau-né et les prématurés. Il y a l'hyperplexia, qui quand même, c'est très rare, mais qui peut poser un diagnostic différentiel aussi avec les crises d'épilepsie. Les myoclonies de sommeil, les enfants qui font des sursauts, mais c'est juste lors du sommeil. Et si vous faites un EEG, il va être tout à fait normal. Et chez le nourrisson, les spasmes de sanglots qui sont très, très fréquents. Les rituels d'endormissement, c'est des enfants qui font des mouvements avant de s'endormir. Les self-gratifications ou les crises masturbatoires. Et puis les dystonies qui généralement sont synonymes d'une atteinte cérébrale sévère quand même. Et puis chez l'enfant, il y a les syncopes, les parasomies, les tics, les stéréotypies et les mouvements psychogènes et la chorée. Donc, on passe directement à la première observation. C'est un petit garçon de 10 ans. On note pas de consanguinité. Le développement psychomoteur, il est tout à fait normal. Et à partir de l'âge de 7 ans, il a commencé à faire des mouvements anormaux plus au quotidien qui sont d'aggravation de plus en plus progressifs. Et ces mouvements, ils sont aggravés par des situations de stress. Donc, on va voir les différents mouvements.
Normalement, il y a un son ici. Le son, normalement, de la vidéo. Pour vous, vous allez classer ce mouvement anormal comme quoi? C'est le syndrome. C'est le syndrome de Gilles de la Tourette. C'est des tics qui sont intensifs et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'audio de la vidéo parce que justement, il fait aussi des tics vocaux. Donc, carrément, il fait des tics vocaux en plus. Donc, voilà, il fait des tics aussi moteurs que des tics vocaux. Donc, c'est un syndrome Gilles de la Tourette, comme vous avez bien dit. Et comme on voit, c'est des tics quand même qui sont très flagrants. Et en plus, parfois, il se fait carrément des petites luxations de la nuque à cause de ces mouvements brusques. Alors, les maladies des tics, on parle de maladies de tics parce qu'il y a finalement plusieurs aspects. Il y a les tics provisoires, les tics chroniques et le syndrome de Gilles de la Tourette qu'on vient de voir, l'enfant qu'on vient de voir. C'est des situations qui sont très fréquentes en pédiatrie. Vous allez certainement voir ça en votre consultation. Alors, la chose qu'on s'y intéresse peut-être pas, et c'est le point le plus essentiel en matière de gestion de maladies de tics, c'est les comorbidités associées. Et c'est ça qui impacte plus l'enfant. Donc, si vous recevez un enfant qui fait des tics, les questions, votre interrogatoire, votre évaluation clinique va être axée plutôt sur les comorbidités associées, notamment les comorbidités neuropsychiatriques. C'est des enfants qui sont souvent des troubles d'attention, TDAH, le trouble déficit d'attention et une hyperactivité ou une hyperkinésie. Ils peuvent avoir des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Ils peuvent avoir aussi des impulsivités et des troubles de conduite. Donc voilà, l'interrogatoire et l'évaluation clinique doivent être axés sur ça parce qu'au final, c'est pas vraiment les tics qui vont impacter l'avenir de cet enfant et sa scolarité, mais c'est surtout ces comorbidités associées qu'il faut gérer le mieux. Alors, l'éthique, c'est un continuum. Ça peut aller de situations transitoires, bénignes, qui va être de passage, comme ça peut aller vers des situations sévères, comme le cas qu'on vient de voir, qui retentissent sur les apprentissages et sur la qualité de vie. Alors, comment on va prendre en charge les enfants qui font des tics? Comment on vient d'insister, la première des choses, c'est d'évaluer le retentissement fonctionnel de ces tics. Cet enfant, plus ou moins, il acceptait, donc il n'était pas très gêné, mais encore est-il, à l'âge de 10 ans, c'est le début de l'adolescence, donc on s'attend au pire avec le début de l'adolescence, l'école et les collègues, et tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut apprécier la situation, il faut apprécier les comorbidités dont on vient de parler. Bien sûr, il faut informer les parents et les rassurer. Donc, il faut dire que, voilà, il faut les rassurer, c'est des tics moteurs, c'est pas une épilepsie, c'est pas une maladie neurologique dégénératif, donc c'est déjà ça, il faut informer et rassurer. Et généralement, les traitements pharmacologiques, ils sont rarement indiqués, c'est plutôt les prises en charge, ce sont plutôt des prises en charge psychologiques. On peut proposer une thérapie cognitivo-comportementale, mais encore est-il, dans notre sens, dans nos centres au Maroc, il y a peu de psychologues qui peuvent travailler ces thérapies dans ce sens. Alors, je vous laisse une revue des traitements qu'on peut proposer médicamenteux, mais comme je vous ai dit, c'est toujours en dernier recours. C'est souvent la gestion des comorbidités et c'est souvent la gestion justement psychologique. Alors, on passe à la deuxième vignette clinique. Hidaya, c'est une petite de 12 mois, sans antécédents particuliers. Le développement était dans les limites de la normale. Et Hidaya, il présente des mouvements paroxystiques, ça veut dire qu'ils se répètent. Le premier épisode l'a fait à l'âge de 7 mois. Et il y a une récurrence, il peut les faire une fois par jour, comme il peut les faire jusqu'à 8 fois par jour. La durée généralement de 5 à 8 minutes. Et ce sont les éléments les plus intéressants dans l'interrogatoire qu'on peut retirer pour justement différencier entre une épilepsie et entre un mouvement et quel type de mouvement. Alors, donc, Hidaya, il était vu initialement par un pédiatre qui avait demandé un électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme, il était fait chez un neuropédiatre qui n'a pas vu l'enfant. Il a juste fait l'électroencéphalogramme parce que c'était une demande qui a montré une activité, le G sur le compte rendu, on note une activité rapide sur les régions temporales et on met peut-être une lysencéphalie. Donc, quand le pédiatre reçoit le compte rendu de l'EEG, il demande bien évidemment une IRM qui était normale. Donc, comme on voit, il y a plusieurs explorations qui étaient demandées. Donc, il l'a mis sous acide valproïque
Ça semble, la maman dit que les crises, ils sont un peu diminués, mais ça persiste toujours. Donc, là, quand je la vois en consultation, quand je vois le compte rendu du neuropédiatre que j'estime beaucoup, quand je vois l'interrogatoire, j'étais dans le bon sens. Je dis, pourquoi madame, vous voulez un troisième avis? Mais il y a une tante à la fin qui me montre, mais j'ai une vidéo à vous montrer. Et c'est la vidéo, justement, qui permet de faire le diagnostic et de remettre tout en question. Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est pas un West. Alors, un West, il le fait de 7 mois à 12 mois, il a un développement psychomoteur normal? Non, il devrait avoir une régression psychomotrice. Exactement, c'est des self-gratifications. Et justement, j'ai d'autres vidéos qui sont plus claires pour d'autres enfants. Donc, c'est là, si vous avez bien constaté, je reviens peut-être pour cette vidéo, c'est une enfant qui a un développement normal, un enfant qui fait 8 crises par jour, c'est pas normal qu'il a un développement qui est normal. Le valproate, bon, ça n'a pas vraiment marché. Donc, voilà. Donc, vous voyez ce mouvement de croisement des jambes. Et justement, quand la tante me montre la vidéo à la sortie, je refais mon interrogatoire avec les parents. Et ce que je découvre, c'est que, par exemple, il me dit quand elle sort dans sa poussette les balades, il ne le fait jamais. Donc voilà, il est occupé, il ne le fait pas. Et quand on essaye de l'interrompre, elle pleure. Donc il y a aussi les signes de rougeur des joues lors de cet épisode. Donc tout ça, ça fait des crises masturbatoires ou des self-gratifications. Donc ces mouvements de masturbation like, ce sont des mouvements qui sont des mouvements qui peuvent qui surviennent surtout à l'endormissement ou si l'enfant il est inoccupé. L'enfant semble absent, inattentif et généralement ça disparaît avec l'âge. Et pour retenir ce mouvement, c'est beaucoup plus clair sur ces vidéos chez une enfant, je pense, de 2 ans. Donc, vous voyez les mouvements c'est des situations qu'on voit souvent. Donc, et sont souvent, le malheur, c'est qu'ils sont souvent traités par des antiépileptiques. Il y en a ceux qui sont traités comme des coliques parce que quand ils voient l'enfant en train de la rougeur et tout ça, ils les traitent quand même pour des douleurs abdominales. Et c'est des investigations de plus. Alors, la troisième vignette, c'est une petite Houda, 11 ans. Les parents, ils sont pas consanguins. Là aussi, ils consultent pour des mouvements anormaux. Et c'est depuis 1 mois, ils présentent des mouvements involontaires, surtout marqués au niveau du membre supérieur gauche et de l'hémicorps gauche. Et ça évolue dans un contexte d'asthénie et d'apérexie. L'examen général, il était normal, à part qu'il était légèrement pâle, un souffle cardiaque, on s'est dit c'est peut-être en rapport avec son anémie. L'examen neurologique, il a trouvé quand même que les forces musculaires sont diminuées du côté gauche, avec un réflexe cutaneo-plantaire qui est indifférent des réflexes qui sont présents. Donc, les mouvements, ils sont discrets, mais vous allez voir sur l'hémicorps, à la fin, il va faire des mouvements. Là, vous avez vu, surtout au changement. Donc, sur ce côté, sur le côté gauche, je ne sais pas si vous avez constaté les mouvements qu'elle fait. Choré, mais c'est plutôt une hémichorée. Oui, exactement, c'est plutôt une hémichorée. Et quelle investigation vous allez demander dans ce sens? Donc, on voit justement que du côté droit, il est fait très bien, mais du côté de gauche, il est gêné par ces mouvements choréiques. Oui, une imagerie, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est une hémichorée, donc c'est vraiment localisé. Donc, une imagerie, il est très, très justifié. Donc, on a fait un scanner en urgence, parce que quand même, il y avait l'hémiparésie et tout ça qui était normal. Et quand on a complété par un ECG échographie, il y avait un remaniement de la valve mitrale avec une fuite mitrale grade 2. La biologie, il était en faveur, les aslos, ils étaient positifs, le syndrome inflammatoire. Donc, justement, on a retenu une chorée de Sydenham ou une hémochorée de Sydenham. Il était traité comme tel. Là, c'est une autre fille. On a eu plusieurs cas où, justement, la chorée se manifeste que juste par une hémichorée. Là, cette petite aussi, il fait des mouvements choréiques juste par un hémicorps. Et là aussi, chez cette petite, c'était presque la même histoire, le même constat. C'était une chorée de Sydenham. Alors, la vignette 4,
C'est Bouchra, c'est une petite de 3 ans, il n'y a pas de consanguinité et le développement psychomoteur, il était normal. Il était admis au CHU pour un coma post-état de mal épileptique. Donc, docteur Louis Driri, si je me trompe sur la première histoire où il était hospitalisé en clinique, vous me dites. Parce qu'il était transféré de la clinique à l'hôpital. Donc, sa symptomatologie, ça a démarré avec un syndrome grippal, l'insuffisance d'herpès labial, et 3 jours après, il fait un état de mal épileptique avec des troubles de conscience persistants. Il est hospitalisé d'abord en clinique privée. Il était traité comme encéphalite, comme on dit, un état de mal épileptique fébrile avec trouble de conscience, encéphalite jusqu'à preuve de contraire. Il était hospitalisé pendant 10 jours en clinique avant d'être transféré. Donc, tout un bilan a été réalisé. Bien sûr, ils ont fait une PL. Pharyngée qui avait montré un virus AH3 au niveau pharyngé, mais au niveau du LCR, la PCR multiplex, il était négatif. Les sérologies, ils étaient négatifs, ammoniémie, lactate normal, et EEG, le premier EEG, il montrait une souffrance cérébrale diffuse. Donc c'était une enfant qui a fait un état de mal épileptique, il ne s'est pas réveillé, il est resté en coma pendant longtemps, avec toutes ces investigations qui ne montraient pas particulièrement un aspect particulier. Bien sûr, nos collègues en privé, ils l'ont pris en charge à cyclovir, quand il n'a pas répondu, ils ont passé aux bolus de corticothérapie, même aux immunoglobulines, les anti-épileptiques, parce qu'ils faisaient quand même des crises épileptiques, et rien ne marchait. L'enfant, il était en état grabataire. Donc, le médecin traitant m'appelle pour me dire que, voilà, ça fait 10 jours, il n'évolue pas, c'est-à-dire transfert au CHU pour les soins de fin de vie, c'est ça, pour une sonde gastrique, une réadaptation, et voilà, c'était surtout pour ça. C'est les malades lourds qui prennent beaucoup de temps, donc c'était pas évident de l'hospitaliser, mais bon. On a pris le risque. L'enfant, à l'admission, il était tétraplégique, les rotes présents mais indifférents. Il y avait presque pas de contact ou un discret contact visuel. Mais justement, voilà ce qu'on constate chez elle, ces mouvements à l'admission. Comme vous voyez, c'est une enfant qui est tétraplégique, mais ce qu'on a constaté, c'est ce type de mouvements anormaux qu'elle faisait, et c'est ça qui nous a permis de redresser le diagnostic et d'aller plus loin. Vous avez une idée sur ce que ça peut être ? Est-ce que ça peut être de l'épilepsie ? Oui, c'est possible, c'est un enfant qui crise. Ça peut être des épilepsies focales, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre ? C'est les dyskinésies bucco-faciales. Donc, ces dyskinésies bucco-faciales qui sont très caractéristiques de quoi ? De l'encéphalite auto-immune. Donc, ça nous a permis de dire, bon, voilà, ça peut être une encéphalite auto-immune, notamment une encéphalite auto-immune à NMDA. Et justement, quand on l'a pris, donc je la reprends tout de suite en électroencéphalogramme, et justement, je tombe sur ce qu'on appelle l'activité delta Brash continue sur les régions frontales. Donc, il y avait c'est des ondes lentes qui sont surchargées en activité rapide, et c'est encore un critère de plus d'une encéphalite auto-immune anti-NMDA. Donc, on a fait les anticorps dans le LCR. Et pour vous montrer son imagerie, on a refait une IRM bien sûr à l'hôpital qui montrait des lésions, une encéphalite subaiguë nécrosante. Hein. Donc il avait un cerveau qui est quand même plein de nécrose cérébrale. Donc les parents, ils étaient prêts pour un pronostic fâcheux. Alors on lâche pas l'affaire et on continue avec cette patiente. Donc vous voyez son IRM, comment il y a des lésions partout nécrosantes. Alors, on retient le diagnostic, on refait d'autres bolus de corticothérapie, la réadaptation physique et tout ça, mais on démarre les immunosuppresseurs, le rituximab, comme le protocole des encéphalites auto-immunes à NMDA. Et voilà l'évolution de Bouchra. Donc, il a commencé à se mettre debout. On est à un follow-up de 6 mois. Et alhamdoulilah, les parents, chaque fois, nous montrent une vidéo. Donc, il était aphasique. Là, il commence à marcher. Et les dernières vidéos que les parents nous envoient, il est carrément en train de, parce qu'il était aphasique, il est en train de jouer avec son petit frère et de lui parler. Malheureusement, l'audio, on n'a pas l'audio, mais vraiment, il a repris même un langage alors qu'il était aphasique.
Donc voilà, c'est juste pour vous dire, je vais vous montrer encore pour une autre fille, parce qu'on a reçu beaucoup de dyskinésie bucco-faciale dans le cadre d'une encéphalite. Donc il faut y penser, parce que justement, ça peut répondre parfaitement aux immunosuppresseurs. Donc quand vous avez un tableau d'encéphalite sévère, vous avez ces mouvements-là de dyskinésie bucco-faciale, pensez à l'encéphalite anti-NMDA, suivez le protocole, tentez le rituximab, ça peut donner d'excellents résultats. Alors là, c'est par rapport à l'autre petite fille, c'est juste pour vous montrer, encore cette fois-ci, c'est une fille qui fait les deux. Il fait des crises convulsives. Là, il va démarrer de faire une crise partielle, focale, qui va se manifester juste par une fixité du regard sur la vidéo, mais il a cette activité delta broche continue sur les zones frontales. D'accord? Donc voilà, ça c'est une autre petite fille. On a eu, je pense cette année, 4 ou 5 cas d'encéphalite auto-immune. Dans certains, ils ont bien répondu, mais d'autres, c'était quand même borderline. Donc, un autre cas, le vignette 5, c'est un enfant de 13 mois, sans antécédent particulier. Il fait des épisodes, c'est une observation qui est un peu light, donc c'est un motif quand même très fréquent de consultation, mais que parfois on peut se tromper. C'est pour ça que je voulais quand même le mettre, c'est-à-dire le présenter. 9 mois, apnée avec cyanose, compliqué rarement de crise tonico-clonique généralisée. C'était ça, le durée, c'est généralement moins d'une minute. Il peut les voir 2 fois par jour, jusqu'à 1 fois par les 15 jours. Et là encore, c'était un collègue neuropédiatre, mais qui fait systématiquement les EEG avant de voir les malades. Donc voilà. Donc l'enfant rentre avec son EEG où il y a des bouffées paroxystiques généralisées, et il est mis sous valproate de sodium depuis 3 mois, avec aucun changement des épisodes. Est-ce que vous avez une idée ce que ça peut être? Apnée avec cyanose, l'âge 9 mois. Qu'est-ce qu'il y a d'interrogatoire? Spasme de sanglot, justement. Donc, c'est un spasme de sanglot. Alors, l'élément clé, parfois, quand vous voyez, dans certains, par exemple, l'observation de Bouchra, c'était les dyskinésies qui nous ont mis, qui ont montré l'étiologie. Vous voyez l'intérêt des mouvements anormaux. Dans l'observation de masturbation, c'était la vidéo, mais c'était surtout le fait que quand il est occupé, il ne fait rien. Là, c'était que la question clé, c'était que c'était toujours après les cris. Il ne le fait jamais sans cri. Donc c'était un spasme de sanglot. Donc voilà, le diagnostic il est fait à l'interrogatoire. Malheureusement l'EEG, quand il est demandé excessivement, ça peut vous détromper plutôt que vous rendre service. Alors les deux formes rapidement de syndrome de spasme de sanglot, il y a la forme bleue classique, il y a la forme blanche. Donc la forme bleue, c'est la plus fréquente, c'est les 2/3 du cas. Généralement, c'est suite à une contrariété, à une colère, à une frustration. Et généralement, c'est l'enfant qui cyanose et l'enfant qui bloque la respiration. Il y a une perte de conscience et il peut carrément avoir des crises tonico-cloniques généralisées qui sont très brèves. Il y a la forme blanche qui est plus rare et qui peut être suite à une peur ou une chute. Alors, qu'est-ce que vous faites lors d'un syndrome de spasme de sanglot? Comment vous traitez? Comment vous gérez? Est-ce que vous demandez des explorations? Non, il faut demander rien. À la limite, si vous avez à demander quelque chose, vous demandez une ferritinémie, parce que l'anémie, on sait que l'anémie, ça a été prouvé sur des séries justement d'études turques où ils ont découvert que justement les anémies peuvent persister ou aggraver les spasmes de sanglot. Donc vous traitez une anémie quand vous avez une anémie fériprive, quand vous la trouvez. Donc s'il y a un examen à demander, c'est plutôt une NFS avec une ferritinémie. Pardon? Non, pas obligatoirement. On peut demander un ECG pour le QT court, mais à part ça, une ferritinémie. Non. Court, pardon. J'ai dit long. J'ai dit QT long, ouais. Alors, le 5e cas, je pense que c'est le dernier. OK? Donc, le 5e cas, c'est une enfant de 3 ans, consanguinité 1er degré. Il y a une régression psychomotrice à partir de l'âge de 18 mois. Examen, on trouve une microcéphalie. Et vous avez ça. Et ça vous pose le diagnostic. C'est le diagnostic qu'on peut faire en salle d'attente. Quand vous voyez une fille, c'est le syndrome. Donc, c'est ce qu'on appelle les stéréotypies manuelles. Et c'est caractéristique
du syndrome de Rett. Donc, quand vous avez une fille qui a une régression psychomotrice avec une microcéphalie acquise, et s'il fait ces mouvements de stéréotypie manuelle, c'est ce qu'on appelle, c'est le syndrome de Rett justement, c'est le tableau typique. Vous devez systématiquement demander le gène MECP2. Les stéréotypies, pour aller rapidement, ce sont des mouvements involontaires coordonnés qui peuvent toucher le tronc, la tête et tout. Là, c'est une autre fille qui a un syndrome de Rett. Donc, on voit les stéréotypies manuelles.